Nous allons maintenant donner quelques faits sur la responsabilité de l'armée rwandaise dans la préparation du génocide commis contre les Tutsis entre 1990 et 1994. Tant au niveau de la préparation du génocide commis contre les Tutsis que de sa mise en œuvre, les ex-forces armées rwandaises ont joué un rôle clé. Ce processus génocidaire, qui commence en octobre 1990, s'est poursuivi jusqu'à leur défaite en juillet 1994 et dans des opérations ultérieures que l'armée vaincue a tenté depuis son exil au Zaïre, actuelle République démocratique du Congo. Dans la nuit du 4 au 5 octobre 1990, rappelons-nous, l'armée rwandaise a simulé une attaque du FPR dans la capitale Kigali en tirant toute la nuit avec des armes automatiques au camp militaire de Kigali pour créer un prétexte d'arrestation massive qui ont visé plus de 10 000 Tutsis dans tout le pays. La plupart d'entre eux ont été amenés dans des camps militaires et ceux de gendarmerie pour torture et traitements inhumains et dégradants en vue de leur faire avouer de force des crimes qu'ils n'ont pas du tout commis. Dans la ville de Kigali, l'essentiel de ces interrogatoires ont eu lieu dans des camps militaires de Kanombe, Kigali, Kakiru et à la criminologie sous l'égide des militaires français à la tête desquels se trouvait le major Michel Robardet et ses subalternes qui formaient la gendarmerie rwandaise au service appelé fichier central, communément connu sous le nom de criminologie, nous venons de le dire. Quand bien même la loi interdisait aux militaires de participer aux activités politiques, nous pouvons observer que la mobilisation à commettre le génocide était prégnante, même au sein de l'armée rwandaise. Elle était essentiellement le fait d'une clique de militaires extrémistes, originaires de Gisenyi et de Ruhengeri, composés d'officiers supérieurs en l'occurrence, les colonels Théoneste Bagosora, Anatole Nsengiyumva, Elisa Gatwa, Aloys Ntibiragabo et Tarcisse Renzaho, le lieutenant-colonel Dr Laurent Baransaritse et Nubaha Rohan, le major Aloys Ntabakuze Protais Mpiranya, le lieutenant-colonel Leonard Nkundiye et autres. Cette clique d'officiers extrémistes a répandu l'idéologie du génocide au sein des militaires en les conditionnant pour ne pas avoir de relation avec les Tutsis et leur attribuer sans distinction aucune tous les problèmes qui prévalaient au Rwanda afin de les persécuter et les priver de leurs droits fondamentaux. Cette politique de haine se trouve explicitée dans une longue note écrite le 21 septembre 1992 par le colonel Deogratien Nsabimana, chef d'état-major de l'armée rwandaise. Destiné à tous les commandants militaires du pays ainsi qu'à ceux de la gendarmerie, ce document commence par indiquer que l'état-major de l'armée a tenu le 4 décembre 1991 une réunion dirigée par le président de la République Juvenal Habyarimana en personne à l'école supérieure militaire de Kigali, au cours de laquelle il a été pris des décisions importantes comme la mise en place d'une commission composée de 10 officiers supérieurs qui avait pour mission d'arrêter des stratégies pour vaincre l'ennemi sur le plan militaire, médiatique et politique. Dans ce document du 21 septembre 1992, le colonel Nsabimana a déclaré que la commission avait terminé sa mission et a donné les recommandations issues de ces travaux qui devaient être mises en application dans tout le pays. L'essentiel de ces recommandations est que l'ennemi n'est plus seulement en Ouganda, mais qu'il est aussi présent à l'intérieur du pays et que son effectif s'accroît. Le colonel Nsabimana a demandé que ce document soit diffusé dans tous les cas militaires, surtout les paragraphes définissant l'ennemi, ainsi que les stratégies pour l'identifier et les lieux où il recrute, ainsi que ceux avec qui il opère. Nsabimana a signalé dans ce document qu'il y avait deux types d'ennemis. Retenons-les. 1. L'ennemi principal et les partisans de l'ennemi. Il précisait que l'ennemi principal est le Tutsi, resté à l'intérieur du pays ou à l'étranger, qui n'a jamais reconnu la révolution de 1959. 2. Il expliquait que le partisan de l'ennemi est toute personne qui prête assistance aux Tutsis, quelles qu'en soient les modalités. Le colonel Nsabimana listait ensuite les catégories de personnes où on peut rechercher l'ennemi, à savoir les réfugiés Tutsis, l'armée ougandaise, les Tutsis de l'intérieur du pays, les étrangers mariés à des femmes Tutsis, les Hutus hostiles au régime, les chômeurs de l'intérieur du pays et ceux de l'étranger, les étrangers ayant les mêmes origines que les Tutsis, ainsi que les criminels qui ont fui le pays. Le document insistait sur le fait que l'ennemi de l'intérieur du pays, c'est-à-dire le Tutsi, doit être combattu. Et il donnait aussi les noms de certains hommes d'affaires, majoritairement Tutsis, identifiés comme ennemis. Il citait notamment Valens Kajeguhakwa et ses établissements commerciaux, ERP, Korwako, Sodevi et Bakar, Asinapol Rwigara et ses établissements, Silas Majyambere et ses établissements, Sore Karerwa, Sogeti, Danimo, Sofat, Evariste Sisi et ses établissements, Antoine Sebera, Berthe Makuza et ses établissements, Rwanda Fomu et Amejerwa, Mutangana et ses établissements, Voruta Super, Torirwa, Hydrobat, etc.
Le colonel Nsabimana affirmait que les consignes contenues dans ce document aideraient les militaires à comprendre qu'ils ne doivent pas soutenir les accords d'Arusha entre le gouvernement rwandais et le FPR. Il insistait sur le fait que les commandants militaires devaient l'informer régulièrement sur la manière dont les militaires avaient accueilli le message contenu dans ce document. Après la publication de ce document de l'armée rwandaise, identifiant les Tutsis comme des ennemis du Rwanda, l'accélération des préparatifs du génocide au sein de l'armée s'est accentuée de façon ouverte. Voici quelques faits. Le 9 janvier 1993, le colonel Bagosora, alors directeur de cabinet au ministère de la Défense, claque la porte à Arusha après la signature du 3e protocole de l'accord relatif à la fusion des armées en promettant « Je rentre, je vais leur préparer l'apocalypse, c'est-à-dire l'apocalypse de Tutsis ». Fin de citation. Le 20 janvier 1993, une clique d'officiers militaires menée par le colonel Bagosora mit secrètement sur pied une association dénommée Amasasu. Bagosora, qui se faisait appeler commandant Mike Tango, en était le conseiller suprême. Cette association a adressé, ce même jour, une lettre au président Habyarimana qui l'informait de sa création. La mission d'Amasasu était de poursuivre la guerre contre le FPR, d'exclure les Tutsis et de préparer des massacres sur base ethnique. Cette association s'était notamment assignée le devoir, je cite, d'identifier et tuer, si cela est nécessaire, les politiciens malicieux qui, sous le couvert de la guerre, font tout ce qui est possible pour se maintenir à leur poste ou qui recourent à d'autres subterfuges pour accéder au poste de direction dans l'administration. Fin de citation. Ce même 20 janvier 1993, l'association Amasasu a publié une liste de personnes à abattre en tant qu'elle répondait à la définition de l'ennemi selon le document de septembre 1992 rendu public par le colonel Deogratian Nsabimana, chef d'état-major de l'armée rwandaise. La création d'Amasasu mettait en application le contenu d'une autre note confidentielle de l'armée du 27 juillet 1992 adressée au chef d'état-major de l'armée. Ce document, rédigé par le colonel Anatole Nsengiyumva, chef du service de renseignement militaire, avait pour but d'identifier ceux qui ne soutenaient pas, selon lui, la mise en application du protocole d'Arusha relatif à la fusion des armées. Le colonel Nsabimana indiquait que si ce protocole était mis en application, l'armée rwandaise était prête, je cite, à exterminer les Tutsis et les autres autorités qui auront eu la responsabilité. Elle se vengera contre les officiers supérieurs qui auront fait des concessions aux civils de mettre en application ce qu'ils veulent sans les décourager. Fin de citation. Dans cette note, le colonel Nsengiyumva Anatole insistait sur le fait que, pour les militaires, le premier ministre d'Ismaël Sangermier, le ministre des Affaires étrangères, Boniface Ngurinzira, et le président de la République en personne les avaient bernés. En termes clairs, le colonel Nsengiyumva mettait en garde le président Habyarimana sur ce qui pouvait arriver si les accords d'Arusha étaient mis en application. Je cite encore une fois ce document. Si ce président, c'est-à-dire le président Habyarimana, ne défend pas ses citoyens, s'il ne se rétracte pas rapidement, il se retrouvera seul. Si le chef de l'État n'assume pas ses responsabilités de défendre le pays, il n'a qu'à démissionner. Sinon, les autres le feront à sa place. Fin de citation. À travers cette note, il est clair que l'idéologie du génocide est solennellement exprimée et sa mise en exécution est considérée comme une solution aux problèmes politiques qui s'opposaient. C'est à cette logique génocidaire que les officiers supérieurs de l'armée rwandaise se sont raccrochés. À partir de 1991, le pouvoir a commencé à distribuer des armes au sein de la population dans plusieurs communes, surtout dans celles du nord du pays, dans les préfectures de Byumba, Ruhengeri et Gisenyi. La distribution de ces armes était précédée par des entraînements militaires dispensés à la population dans les camps de Mukamira, Gabiro, Bigogwe et dans d'autres lieux, comme au bureau communal de Muvumba. Et les armes étaient distribuées et employées dans les massacres ultérieurs qui ont eu lieu notamment dans Gisenyi, Ruhengeri et en commune de Murambi, actuel district de Gatsibo. Les rapports du service central de renseignement de 1991 à 1992 donnent des indications sur la préparation et le déroulement de ces activités. D'autres documents révèlent qu'en novembre 1991, le président Habyarimana a donné des instructions portant sur la création d'un comité de défense civile. En effet, le 26 septembre 1991, le responsable du service central de renseignement dans la préfecture de Byumba, Vincent Rwirahira, a diffusé une note de service qui rendait compte d'une réunion de sécurité tenue dans la sous-préfecture de Ngarama. Son ordre du jour était l'examen de l'autodéfense de la population.
Rwirahira rapportait que tous les participants à la réunion soutenaient l'idée de choisir des individus au sein de la population auxquels il fallait dispenser des entraînements militaires et leur donner des armes pour aider les forces armées à affronter l'ennemi. La réunion a recommandé que cette proposition soit transmise à la réunion de sécurité prévue le lendemain à la préfecture de Byumba pour l'interner définitivement. Dans une autre note de service de cette page, rédigée le 7 février 1992 et destinée au directeur général du service central de renseignement, Vincent Rwirahira développe la mise en application de l'autodéfense de la population. Il relate qu'à cette date, la réunion de sécurité de la préfecture de Byumba s'est tenue à Muvumba pour examiner le fonctionnement de l'autodéfense civile et que la décision a été prise de l'améliorer en distribuant d'autres armes et en poursuivant les entraînements militaires dispensés aux civils. Rwirahira rappelle que le ministère de la Défense est disposé à fournir 300 armes à distribuer à la population civile, en commençant par les habitants des frontières de Byumba et Ruhengeri. Rwirahira explique que la réunion a finalement décidé que 180 armes seraient distribuées aux habitants de la préfecture de Byumba et que les autres seraient destinées à ceux de Ruhengeri. À Byumba, les armes ont été distribuées de la façon suivante. Commune Muvumba, 76 armes. Commune de Kiombe, 40 armes. Commune Kivuye, 40 armes. Et commune Kyumba, 24. La réunion a aussi décidé qu'il fallait recruter discrètement 250 jeunes hommes placés sous l'encadrement des bourgmestres conjointement avec le conseil de sécurité de leur commune. Ces jeunes recrues devaient être envoyés au camp militaire de Gabiro afin de recevoir des entraînements militaires du 20 janvier au 5 février 1992. En outre, la réunion a confirmé que la commune de Kiombe, qui à l'époque faisait partie de la préfecture de Byumba et qui se situe actuellement dans le district de Gicumbi, a recruté 120 jeunes hommes qui devaient recevoir des entraînements militaires à Murindi. Ceux de la commune de Kyumba étaient de 72, ceux de Kivuye seraient pour la première fois répartis en deux pelotons de 60 jeunes. Tous seraient entraînés près de leurs bureaux communaux. Rwirahira réaffirme que les membres de la réunion de sécurité de la préfecture de Byumba se sont félicités de cette initiative qui devait décourager l'ennemi et renforcer la confiance entre la population et l'armée. En ce qui concerne la coordination entre l'armée et les jeunes recrues, Rwirahira précise que la réunion a décidé que les jeunes se répartiraient en 3 équipes qui devaient se succéder tous les 3 jours dans les opérations militaires. Chaque équipe serait encadrée par au moins 2 militaires là où elle serait déployée pour sauvegarder la sécurité. Le rapport de Rwirahira ajoute que la mission des recrues était d'appuyer les forces armées dans la lutte contre l'ennemi, de le pourchasser sur les collines et qu'une fois identifiés, de leur maître militaire. Quant au recrutement des jeunes, Rwirahira signale que la réunion de sécurité a décidé que les recrues seraient des personnes âgées entre 18 et 45 ans et reconnues comme étant des patriotes. Il précisait que même la population qui ne serait pas recrutée continuera à être mobilisée pour soutenir l'opération et qu'elle apprendra le maniement des armes blanches. La réunion a en fait donné des instructions pour suivre l'évolution de cette opération au jour le jour. Dans le rapport suivant, Rwirahira a informé le directeur général du service central de renseignement que le ministère de la Défense avait accordé au ministère de l'Intérieur les 300 armes sollicitées et que ce don avait été apprécié. Mais il notait qu'on avait désapprouvé le retard du Minadef pour l'envoi des armes alors que le président Habyarimana l'avait personnellement recommandé. Pour Rwirahira, cela prouvait qu'au sein du Minadef, il y avait des collaborateurs avec l'ennemi. Le 20 janvier 1992, le ministre de l'Intérieur, Faustin Munyazesa, a adressé une lettre au préfet de Ruhengeri de Gisenyi en leur recommandant de coopérer avec les commandants militaires de ces préfectures et de se concerter pour la procédure de distribution des armes et la dispense des entraînements militaires à la population. Il leur demandait de faire le suivi de cette opération, de s'y engager et de lui en faire rapport par fax. Les préfets devaient lui communiquer la procédure de recrutement et le déroulement des entraînements des recrues. Enfin, le ministre conseillait de prendre des mesures adéquates pour que les armes ne soient pas détournées. Au niveau du ministère de la Défense, il y avait été aussi mis sur pied une commission dite autodéfense civile chargée de faire le suivi d'exécution de l'opération. La commission était composée du lieutenant-colonel Ephraim Rwabaninda, du major Paul Rwarakabije, du major Alphonse Nteziryayo et du major Kankwanzi Rus, qui était alors comptable au ministère de la Défense. Des sources d'informations prouvaient que la distribution des armes au sein de la population fut donc l'initiative du président Habyarimana en personne. Tel est le cas par exemple du procès verbal de la réunion du 9 juillet 1991 qui s'est tenu à l'état-major de l'armée et qui était dirigé par le ministre de la Sécurité intérieure, le général Augustin Ndindirimana.
La réunion regroupait les responsables du service de renseignement militaire et de la présidence. Les participants étaient le lieutenant-colonel Ronald Taïsire, qui était le G2 chargé des renseignements à la gendarmerie nationale, le lieutenant-colonel breveté d'état-major Ephraim Rwabaninda, G3 à l'armée rwandaise, le commandant gendarme Pierre Claver Kahangwa, responsable du service de renseignement généraux à la gendarmerie, Justin Munyaneza, agent du service central de renseignement, Ephraim Ndangamira, agent du service central de renseignement, et le lieutenant-ingénieur Grégoire Rutakamize de la gendarmerie rwandaise, qui était rapporteur de la réunion. Le procès verbal de cette réunion indique que l'ordre du jour était d'évaluer la mise en exécution rapide de la proposition du président de la République relative à la sécurité nationale. Ce dernier, donc le président de la République, avait déclaré, je cite, « La population doit recevoir des outils adéquats et suffisants pour protéger la sûreté nationale de telle sorte que personne n'osera plus attaquer le pays dans l'avenir. » Fin de citation. La réunion a confirmé que les moyens de mettre en application cette initiative du président de la République étaient réunis dans la mesure où la majorité de la population était composée par des jeunes. L'idée de mettre en place la structure, qui a été appelée plus tard Interahamwe, est clairement donc mise en évidence par les recommandations de cette réunion. Un officier du contingent belge de la Minuar, qui était chargé de faire le suivi quotidien de tout ce qui se passait au Rwanda et d'en faire rapport à sa hiérarchie, l'a donné dans sa note aux autorités belges. En effet, le rapport du Sénat belge de 1997 sur la responsabilité de la Belgique vis-à-vis du génocide perpétré contre les Tutsis a révélé que le lieutenant Niels, qui était chargé de cette mission, avait adressé à l'état-major de l'armée belge un total de 29 rapports couvrant la période allant du 19 janvier au 11 mars 1994 avant qu'il ne soit remplacé par le lieutenant de Cooper. Le Sénat belge, après lecture et analyse des rapports quotidiens qu'avait rédigé le lieutenant Niels, affirme que celui-ci avait fourni des preuves jour pour jour de la planification par l'État rwandais de l'extermination des Tutsis par l'armée rwandaise. Le lieutenant Niels a expliqué que les forces armées rwandaises étaient contre les négociations de paix d'Arusha et qu'il avait personnellement pris connaissance d'une lettre qui avait été adressée aux officiers rwandais qui confirmait cet état d'esprit. Ces informations ont été confirmées par le colonel Walter Baris, un des officiers du contingent belge de la Minuar, lors de son audition en 1997 devant le Sénat belge, et il réitéra les mêmes propos lorsqu'il fut entendu en 2007 par la commission Mutuo.